Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce numéro de Sen Sport. On passera en revue toute l'actualité du sport au Sénégal et dans le monde. Avec moi sur ce plateau, la charmante Adja Biteye qui vous fera l'économie de cette émission, du contenu surtout. Bonsoir Adja. Bonsoir Malik, bonsoir également aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver à cette heure sur la première télé urbaine du Sénégal. Comme l'a annoncé Maodo Malick Thiandoum, ce soir nous allons revenir largement sur le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN 2017. Nous parlons naturellement de la CAN U20 ou plutôt du CHAN U20 si vous voulez. Nous allons également revenir en cette période de vacances sur les camps de vacances, aussi bien au niveau du football avec la découverte d'un centre de formation. Il s'agit de Mandela FC, mais également le portrait de l'international sénégalais Pape Khalifa Sangaré qui est également issu de ce centre. Nous allons également parler de basketball avec quelques camps de vacances, également à la Juventus de Turin et qui a la détection de quelques talents sénégalais. Donc notre invité aujourd'hui c'est M. Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Bonsoir coach. Bonsoir Malik. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Sen Sport. Merci, le plaisir est partagé. Bonsoir Adja. Et bonsoir coach. Et bonsoir à vos téléspectateurs. Et nous parlerons bien entendu de football de long en large durant cette émission. Et puis comme l'annonçait tantôt Adja Biteye, nous les Koto Boys ont fait un résultat remarquable en battant les Black Starlets du Ghana. 3-1, c'était pas évident. C'était pas évident. D'ailleurs, c'était ce samedi au stade Demba Diop. Nous allons revenir sur ce match palpitant des Koto Boys avec nos reporters Fatimata Silla à Pape Diagne. Impérial Ibrahima Niane avec un doublé retentissant sur un coup franc. Tout d'abord, à la 11e minute, il marque un super but et à la 24e minute, il récidive avec un poteau rentrant avant que Ibrahima Ndiaye scelle le sort du match. Le score 3-1. Un résultat très satisfaisant pour le sélectionneur Joseph Koto. Je félicite mes joueurs qui ont été héroïques, qui se sont vraiment bien battus donc, et qui ont essayé tant bien que mal de respecter les consignes. Parce que c'était important, nous avons joué une grande équipe du Ghana, une équipe quand même qui était bien en place et tout. On savait déjà que le match allait être difficile, donc il fallait être prudent et puis jouer le match de la première à la 90e minute. Je pense que les joueurs l'ont compris parce qu'il ne fallait pas qu'on se précipite. Bon, je pense qu'ils ont vraiment joué le match qu'il fallait. Un match retour qui s'annonce difficile avec le but encaissé à domicile. Parce que maintenant, on est conscient que le match retour va être encore beaucoup plus difficile. Rien n'est fait. Moi, je pense que le plus dur reste à venir. Maintenant, il faut qu'on se prépare en conséquence et qu'on ne pense pas qu'on est déjà qualifié. Parce que bon, le Ghana a réussi à marquer 4 buts chez eux. Donc, restez concentrés. Néanmoins, Koto reste confiant, vu le potentiel de son équipe. Les joueurs africains ne peuvent pas être meilleurs que nos joueurs. Nous, on a de très bons joueurs. Il faut qu'ils croient en vraiment qu'ils croient en leur personne. Parce que quand même, c'est de très bons joueurs qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe. Pour moi, il y a 0-0. On va aller au Ghana avec 0-0 pour défendre nos chances jusqu'au bout. Et faites-moi confiance, si on doit mourir au Ghana, on va tous mourir au Ghana, mais on reviendra quand même avec un résultat honorable. Ainsi, le Sénégal a pris une très bonne option en dominant le Ghana dans la course de la qualification pour les U20. Reste maintenant à assurer la phase de retour. La phase retour Fatimata Silla, ce sera dans 2 semaines à Accra, mais ils nous ont déjà séduit, ces Lionceaux, en allant en Tunis. Ils ont déjà battu la Tunisie à domicile. Ils ont récidivé ici également au Sénégal. Donc on pense que les Lions, ils feront partie quand même de ce tournoi qui va se jouer l'année prochaine en Zambie. En tout cas, il y a des raisons d'être optimiste, Amsatou, au vu du parcours de ces jeunes joueurs qui ont eu à sortir la Tunisie, un grand d'Afrique, mais aussi à battre le Ghana 3-1 à domicile. C'est une bonne option pour la suite des événements. Tout à fait, je pense que disons, les jeunes de Koto sont bien entrés dans la compétition. Koto est assez ferré maintenant, en tout cas au niveau des jeunes. Je le connais parfaitement. On a cheminé ensemble. Il a du métier aujourd'hui.
Il a amené l'équipe du Sénégal en junior au niveau de la Coupe du Monde. Donc c'est un entraîneur qui commence en tout cas à marquer, disons, sa marque, à marquer, disons, son empreinte, en tout cas sur l'échiquier du football sénégalais. Je pense que c'est une belle option, satisfaisante. 3-1, symboliquement déjà c'est important, parce que déjà sortir la Tunisie, qui est un grand d'Afrique, sortir l'un des pays qui régulièrement est en Coupe d'Afrique au niveau jeune, qui ont pris la Coupe d'Afrique, je pense qu'il y a 3 ans de cela, qui avait gagné la Coupe d'Afrique. Mettre 3-1 avec, disons, des joueurs à fort potentiel sportif, je pense que c'est une option. Maintenant, j'ai bien aimé le discours de Koto quand il dit que nous y allons avec 0-0. Il ne faut pas, parce que ça c'est le Sénégalais. Ouais. Je pense qu'il a compris la sociologie, la disons, mentalité la mentalité des Sénégalais. Voilà. On a souvent tendance à dire c'est fait. C'est fait, ou bien nous sommes plus forts. Le Sénégalais, quand c'est plus fort, ils sont présents. Mais quand ils pensent que c'est jouable, là, il faut faire attention. Et Koto a, disons, tiré la sonnette d'alarme pour dire que nous y allons pour défendre nos chances. Et s'il faut mourir sur le terrain, on le fera. Un discours guerrier. Guerrier, je pense que c'est important. Et je puis vous dire que le Ghana que j'ai vu n'a pas au plan collectif un meilleur jeu que le Sénégal. C'est des joueurs qui sont compétitifs presque à 80%. Ils sont tous, disons, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc je pense, comme il a dit l'entraîneur, ils n'ont rien à envier, en tout cas, cette équipe, à n'importe quelle équipe d'Afrique. C'est une équipe qui est compétitive. En tout cas, il dit que c'est un groupe de qualité. On a des joueurs qui peuvent rivaliser avec les autres joueurs en Afrique. Ça également, la confiance en soi est fondamentale. C'est important parce qu'il sait ces joueurs. Il sait que c'est des joueurs dont la plupart jouent en L1 et dont la plupart jouent en L2. Il y a des joueurs qui jouent en L1 qui sont titulaires dans leur club. Dans le championnat local. Dans le championnat, disons, local, dans le championnat professionnel. Bon, maintenant, la mayonnaise est en train de prendre. Ils ont fait déjà aller et retour. Ils ont gagné la Tunisie. Ça, c'est important. Ils ont fait des matchs amicaux. Et ça, il faut féliciter justement la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, qui a mis, disons, dans d'excellentes conditions l'équipe. Parce que ce n'était pas évident de trouver des matchs amicaux. Avoir 2 matchs amicaux, disons, avant de jouer le Ghana, je pense qu'il fallait le faire. Et ils l'ont fait. Ça a servi en tout cas aux jeunes de Koto, aux Koto Boys, disons, d'avoir été très performant le jour, le samedi passé. Il a passé. quand même quelques appréhensions au niveau du milieu de jeu. Plutôt, il l'avait souligné lors de la double confrontation contre la Tunisie. Ouais. Il est également revenu sur cela lors de la dernière sortie des Lionceaux. Oui, mais effectivement, bon, parce que le jeune joueur de Djamba, j'ai oublié son nom, il est sorti un peu trop vite, disons, à la Sensila. Il est sorti un peu trop vite, disons, du match. Parce que lui, c'est quelqu'un qui, disons, le playmaker, disons, de l'équipe. Mais je pense, du point de vue global, c'est une équipe qui est compétitive. C'est une équipe qui a du caractère. Et je pense qu'ils peuvent faire un bon résultat. Maintenant, le problème, c'est, comme l'a dit Koto, il ne faut pas on a gagné une manche. Et n'oubliez pas, voilà, pas d'euphorie. N'oubliez pas que le Ghana avait mis 4 buts contre l'Éthiopie. Ouais. Donc c'est une équipe qui est capable, avec leur terrain, leur public, de mettre des buts. Mais s'il n'y a pas d'euphorie, si on prend en tout cas le match, disons, au vrai sens du mot, en tout cas prendre le match, ne pas faire se dire que ce n'est pas le même match qu'on va faire, c'est un autre match qu'on fait, je pense qu'il y a de fortes chances que le Sénégal arrive avec un bon résultat. En tout cas, bon discours de Koto qui a également tiré les enseignements de ce match, toujours au micro de Fatima Silla. Il faut croire à nos joueurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a de très bons joueurs. S'ils croient en leur étoile, je pense qu'ils peuvent nous valoir énormément de satisfaction. N'oubliez pas que les joueurs qu'on a en équipe nationale junior, c'est presque tous des titulaires dans le championnat professionnel. Presque tous, 80% de ces joueurs ont joué le championnat professionnel, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé, parce que c'est ce qui nous a aidé à prendre des raccourcis. Parce que si nous était un bon championnat de première division, je pense qu'on serait obligé d'aller voir les juniors, le championnat junior qui n'a joué que 3-4 matchs. Donc voilà. Mais le championnat vraiment professionnel. Maintenant, on va continuer à travailler, mais je pense qu'il faut qu'on joue des matchs amicaux. Il faut qu'on nous trouve des matchs amicaux voilà, pour qu'on puisse quand même garder notre niveau de jeu. Parce que sinon, après, bonjour les dégâts. En tout cas, c'est des joueurs qui ont
beaucoup de matchs dans les jambes, qui sont aguerris et puis qui étaient prêts pour la compétition. Mais c'est un match, coach, qui intervient à un moment un peu difficile. Le championnat est fini le football. Il faut absolument que ces joueurs-là soient en forme et ça nécessite une bonne préparation. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis. Hein. Ils sont encore, disons, dans les standards, disons, de la compétitivité d'un joueur. Hein. Le championnat est fini, mais ils sont toujours sous pression, disons, au niveau de l'entraînement. Comme l'a dit Koto, s'ils ont un match amical, ce serait bien. Mais s'ils n'ont pas de match, je pense qu'ils peuvent même jouer, par exemple, le NGB, hein, comme sparring partenaire. Mais pour l'heure, je pense que la compétitivité des joueurs actuellement, disons, ne fait pas défaut. Parce que déjà, ils viennent de sortir, disons, des compétitions. Il y a juste une semaine. Ils ont joué juste après un match international. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à ce niveau. Et la phase retour, c'est dans 2 semaines. C'est presque dans 10 jours. Oui, c'est presque dans 10 jours. Voilà. Donc c'est dans 10 jours. En tout cas, bonne transition pour parler justement de la Ligue 1 qui a... Mais j'aimerais quand même, Malick, revenir un peu sur l'apport peut-être des joueurs internationaux. Qu'est-ce qui explique peut-être cette convocation? Est-ce un retard au niveau des autorités ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne saurais pas, disons, répondre à bon escient. Hein. Mais peut-être c'est lié effectivement à ce que les joueurs internationaux, ils ont fini plus tôt que nous. Oui. Ils sont en vacances. Ils étaient en vacances. Voilà. Alors que je pense que c'est la seule explication. Je pense que Koto a préféré des joueurs qui sont sous pression, des joueurs qui sont sous compétition, que de prendre des joueurs qui sont en vacances, non seulement au niveau du terrain, mais même au niveau de l'état d'esprit. Je pense que Koto a fait une belle option de ne pas prendre des internationaux qui sont déjà en vacances dans leur tête. Et puis, comme il l'a dit, donc, il a puisé ses ressources dans le championnat local qui a été d'un assez bon niveau. Ça nous permet, Adia, de parler de la Ligue 1 et de dire que ça a été quand même un championnat assez remarquable dans la mesure où rien n'était précis jusqu'à la dernière journée, aussi bien au niveau de du bas du tableau qu'au niveau du haut du tableau. Oui, Malick, je pense que de plus en plus, bon, nous sommes dans l'ère, disons, de parfaire l'organisation de nos compétitions, de maîtriser un peu le calendrier, d'avoir un timing, de savoir quand est-ce qu'on commence, de savoir quand est-ce qu'on termine, de pouvoir, disons, harmoniser le calendrier du Sénégal avec le calendrier international. Je pense que ce pari, nous l'avons gagné. Hein, nous l'avons gagné. Et comme vous l'avez dit, nous avons discuté un championnat palpitant. Hein, palpitant aussi bien dans le haut du tableau que dans le bas du tableau. Je pense que ce qui a été caractérisé par ce qu'on appelle un équilibre compétitif. L'équilibre compétitif, c'est quand chaque équipe peut gagner l'autre. Hein? On a eu dans la dernière journée 5 équipes qui pouvaient prétendre au titre. Il y avait le Jaraaf, il y avait le Casa, il y avait Guédiawaye Football Club, il y avait Gorée et il y avait Jambar à des terrains différents. Ça, c'est inédit. C'est inédit dans un championnat. Et c'est ça le charme également d'un bon championnat. Dans un bon championnat, il faut avoir, disons, il faut avoir du suspense jusqu'à la fin. Vous avez vu la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, il y a eu du suspense. Et on y viendra. Des grands clubs sont sortis, d'autres clubs sont revenus. Et ça amène, disons, un vent de fraîcheur. Qu'est-ce qui explique ce nivellement des valeurs, justement? Parce que entre le premier et peut-être le 10e du classement, il n'y a même pas un écart considérable de points. Malick, les équipes se sont bien préparées. Il y a eu un engagement, en tout cas par rapport aux équipes, les entraîneurs également il y a même des entraîneurs étrangers. Tu prends l'exemple de, disons, étranger, entre guillemets, l'exemple de Guédiawaye qui a pris un entraîneur qui était installé en France, la Linguère. Donc, les équipes se sont bien préparées au plan technique. Les administrations également ont suivi, en tout cas pour la plupart des équipes. Bon, il s'y ajoute maintenant que disons que à la fin du championnat, on pouvait croire que les ressources financières vont faire la différence au niveau des conditions de préparation. Mais là également, les ressources financières ont suivi. Quand j'entends parler l'entraîneur, le directeur technique dire que même au niveau administratif, les dirigeants par moment, ils ont doublé
tripler les primes, ça veut dire qu'effectivement, ils ont cru que effectivement ils pouvaient gagner le championnat. C'est ça qui a fait effectivement que, en tout cas, les équipes, le nivellement a été très fort. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que le nivellement, il s'est fait du haut du tableau. Du haut du tableau. Voilà. Et c'est important. En tout cas, ce qui est encore remarquable, comme la saison dernière, c'est encore un promu qui devient champion du Sénégal. Oui, mais Malik, vous savez, il faut faire attention à ces promus. Ça, c'est quand vous prenez la douane. Mais est-ce que ça n'explique pas quand même que le niveau est quand même faible? Le promu qui vient et puis qui chipe le titre de champion. Il n'y a pas une grosse différence apparemment. Il faut définir les critères de niveau faible. Non, la douane, l'US Gorée, ce n'est pas des équipes de L2. Ils ont fait une année de L1. Ça, c'est un accident de l'histoire. Leicester, comment il s'appelle? Leicester, oui, en Angleterre. L'année dernière, ils sont montés l'année dernière. Oui. Ils ont frôlé la relégation. Et cette année, ils ont pris le championnat. Je pense que... C'est ça le charme du football. C'est ça le charme. Et entre certaines équipes de L2 et certaines équipes de L1, il n'y a pas une grande différence. Bon, maintenant, que ça soit la douane, que ça soit l'US Gorée, ils ne sont pas des niveaux des équipes de L2. C'est des équipes de L1. Ils ont eu disons... Quelques passages à vide peut-être. Voilà le mot. Un passage à vide qui les a, disons, logés au niveau de la L1. Mais tout de suite, ils sont revenus de la L2. Et tout de suite, ils sont revenus. Et c'est des équipes qui ont conservé leurs effectifs, même quand ils étaient en L2. Quand vous prenez l'US Gorée, quand vous prenez la douane, ils ont conservé le même effectif en L2 comme en L1. À la différence qu'à un certain moment, la douane a vu ses meilleurs éléments partir après avoir été sacrés, ce qui leur a porté préjudice. Et cette année, ils ont même frôlé la malheureusement, et c'est ça le drame du football sénégalais. Vous avez un effectif qui vous a permis de gagner le championnat local, domestique. Vous allez vers un championnat supposé plus élevé et vous perdez des joueurs que vous ne remplacez pas. Surtout les meilleurs. Les meilleurs que vous ne pouvez pas remplacer. Ce ne sont pas les joueurs qui vont remplacer les meilleurs quand vous perdez le meilleur buteur, quand vous perdez, disons le meilleur meneur de jeu, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'inquiéter qu'on fasse, disons, un parcours qui ne soit pas honorable en Coupe d'Afrique. Maintenant, je pense que l'US Gorée tirera les leçons de ça. Voilà. Oui, parce que quand même, on en a marre des bons jours, au revoir en Afrique. Je suis très bien placé pour en parler parce que j'ai entraîné la Jeanne d'Arc de Dakar qui a fait les beaux jours, disons, en tout cas du football sénégalais. La belle équipe de la GIA. C'est ça. Avec les Baba Touré et autres. Parce que, non, c'est après Baba Touré. C'est les Nyokhor, les Pape Malick qui ont en équipe nationale, qui a été parmi les 8 meilleures équipes d'Afrique, qui a joué une Coupe d'Afrique quart de finale, qui a joué une finale de Coupe d'Afrique avec Omar Seck. Parce que simplement, on conservait l'effectif pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, on a gagné le championnat du Sénégal. Mais conserver l'effectif aussi, coach, répond à un certain nombre de critères. Il faut absolument sécuriser les joueurs et les mettre dans les conditions financières qui puissent leur permettre d'évoluer au niveau local. Je suis 200 fois d'accord avec toi parce que ce que faisait Omar Seck, à chaque fois qu'on gagnait le championnat, il y avait un noyau de jeunes à qui il élevait le niveau de salaire. Tout à fait. C'est à l'époque où les salaires s'élevaient à 500 000, 600 000. Oui. Je te dis, j'étais entraîneur de la GIA. Ouais. Vous parlez en connaissance de cause. Oui, 500 000. Alors qu'actuellement, les joueurs qui peuvent toucher 500 000, on les compte. C'est très rare. C'est très rare. Mais pour conserver ces joueurs pendant, disons, parce que ça lui permettait d'avoir non seulement de gagner le titre, mais d'être dans la phase finale de Coupe d'Afrique. Et la phase finale de Coupe d'Afrique te rapporte de l'argent. C'était à l'époque 200 millions. C'est un bon investissement. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, pour l'Union sportive goréenne, sacré champion, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de rester dans l'élite, de confirmer, ou bien ne pas se tromper d'objectif, surtout au plan africain. Non, je pense que d'abord, il faut conserver l'effectif. Il faut leur montrer un projet viable, comme quoi qu'ils ont la possibilité, disons, non seulement d'avoir un objectif même de titre au niveau domestique,
au niveau local. Conserver l'effectif et renforcer de manière intelligente. Voilà, renforcer l'effectif au niveau des lignes où il y a en tout cas des manquements. Oui, en tout cas, mais je pense que c'est ça qui devrait être, disons, la vision, en tout cas des dirigeants et également de l'encadrement de l'USM. Mais coach, il faut quand même souligner quelques manquements lors de cette saison 2015-2016, avec comme certains, un coach comme Youssoupha Dabo qui parle de favoritisme par rapport à un club comme Djambar, dont le président est également le président de la Ligue de football. Quelques errements également par rapport à l'arbitrage, mais également à la programmation de certaines journées. Non, au niveau programmation, il n'y a aucun problème. Au niveau programmation, je pense qu'on n'a jamais fait une programmation aussi, je ne dirais pas c'était nickel, hein? Mais en tout cas, les gens n'ont pas trop souffert. Mais Demba Ramata quand même n'a pas. Oui, mais Demba Ramata, parce que simplement, tu sais, il gère un club, c'est extrêmement difficile. Difficile parce que d'abord, c'est les voyages, qui lui coûtent cher. C'est les voyages qui lui coûtent cher au plan énergétique, mais également au plan financier. C'est à ce niveau. C'est pas facile. Bon, c'est pas facile, mais on ne peut pas faire une programmation pour un club. Quand on fait une programmation, on l'a fait pour 14 clubs. Et c'est au club de s'adapter. Et c'est au club de s'adapter et surtout de trouver, disons, les moyens additionnels pour justement, compenser ce problème, parce que c'est un réel problème. C'est un réel problème difficile à résoudre. Mais on ne peut pas faire une programmation pour un club. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je ne reviens pas sur ce que Dabo a dit sur le favoritisme. Il a un peu attiré l'attention, oui. Oui, mais de toute façon, je pense que ça, il n'y a pas qu'au Sénégal où le président de club est président de la Ligue. Hein. Vous allez au Maroc, c'est le président de WAC qui est le président de la Ligue. Vous allez en Guinée, c'est le président de Orea qui est le président de la Ligue. Je crois que la réalité du terrain... Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est le président d'un club. Mais tant qu'en tout cas, au niveau du conseil d'administration, disons qu'ils disent que ça doit possible, ça doit être possible. Maintenant, une fois que les gens diront que, attention, on a fait 8 ans, on a fait 9 ans, il nous faut trouver un autre qui ne soit pas président de club, je pense que les gens vont s'adapter. Et puis, de toute façon, sur le terrain, la vérité du terrain a été déterminante dans le sacre de l'Union sportive coréenne. Oui, la vérité du terrain. Djambar a été champion jusqu'à la veille. Je pense que jusqu'à la 25e journée. Oui. Mais s'il y avait du favoritisme, Djambar serait toujours champion. Et puis Djambar a fini par gagner la Coupe de la Ligue. Djambar a gagné la Coupe de la Ligue, c'est ça. Face au Dakar Sacré Club. Je pense que ça, c'est des discours qui ne peuvent pas prospérer. Je pense qu'ils ne peuvent pas prospérer. Alors, Adja, on va progresser encore avec justement notre ami qui organise le tournoi des 4 nations avec notamment la petite catégorie. Et il y a quand même des pays qui ont déjà confirmé. Notre ami camerounais était là dans nos murs pour essayer de porter ce projet et permettre justement à ces nations-là de se préparer par rapport aux échéances à venir. D'ailleurs, les compétitions vont démarrer ici même à Dakar. Ce sera du 24 au 29 juillet au stade Léopold Sédar Senghor. Déjà, plusieurs pays africains ont déjà confirmé leur participation. Il s'agit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, le Maroc, la Mauritanie, mais également le Sénégal. Donc c'est parti certainement pour être une réussite. Plus de détails avec Zahra Aïdara Abdoulaye Diagne. La Fédération sénégalaise de football a donné l'autorisation à l'association sportive Isman d'organiser le tournoi international cadet des 4 nations à Dakar. Et 8 pays ont déjà été contactés. Nous, on a sollicité 8 pays, mais il y a 5 qui ont montré leur intérêt pour participer, c'est-à-dire le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc, la Mauritanie et plus le Sénégal. Cette compétition permettra aux équipes de préparer le tournoi cadet l'année prochaine, d'être compétitifs et de se hisser au sommet dans les compétitions internationales. Aider le Sénégal de mieux se préparer pour la CAN qui va se jouer l'année prochaine. Donc on ne peut pas solliciter des équipes qui ne sont pas au niveau. Et la Fédération sénégalaise de football, il aime le projet. Pourquoi? Parce que je l'ai fait avoir des sparring partners de qualité.
sans dépenser de l'argent. Les organisateurs pensent occuper 80% du stade Léopold Sédar Senghor. Ce n'est pas un défi, mais je pense que nous, pour le stade Léopold Sédar Senghor qui prend 53 568 places, nous, on va occuper au moins 80% du stade. Le tournoi se déroulera du 24 au 29 juillet prochain. Il s'agira de faire des éliminatoires directs et le budget de l'événement s'élève à 200 millions de nos francs. Et oui, une rencontre qui va servir de tremplin aux différentes sélections des moins de 17 ans qui vont participer à ce tournoi qui va débuter, je vous le rappelle, ce sera du 24 au 29 juillet, ici même à Dakar. En tout cas, le matchmaker a déjà tout mis en place au plan organisationnel et puis certaines équipes ont confirmé leur participation. Un bon tournoi qui va servir de préparation à nos jeunes. Moi, je pense que c'est un tournoi qui vient à son heure. Pour deux raisons. D'abord, ça permet au Sénégal de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour aller trouver des sparring partenaires qui ne sont pas toujours, où il n'y a pas toujours la garantie d'avoir des sparring partenaires. Surtout au niveau de la petite catégorie. Ou surtout au niveau de la petite catégorie. La deuxième raison est que nous n'avons pas, malheureusement jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule en tout cas pour avoir, disons, des compétitions des jeunes bien ficelées sur l'ensemble du territoire national avec toutes les ligues, avec beaucoup de marches pour permettre en tout cas à ces jeunes d'avoir beaucoup de compétitions. La troisième raison, et ça va permettre justement à l'équipe nationale, disons, de Aliman et ses collaborateurs d'avoir justement des sparring partenaires dignes de son nom qui leur permettront justement, disons, d'avoir de la répétition, grandeur nature avant le mois d'août, parce que bientôt au mois d'août, ils vont s'en en découle avec la Tunisie. En tout cas, nous encourageons ce matchmaker, M. Chinda, du Cameroun, qui a choisi le Sénégal pour abriter ce tournoi. Et il faudrait que tout le monde l'aide pour réussir justement ce grand tournoi des 4 nations. Alors, Adia, on va toujours rester au niveau de la petite catégorie pour aller à la découverte de Mandela FC, un centre de formation qui était à l'époque une école de football et puis ils étaient, je crois, au Parcelles Assainies. Ensuite, ils ont transité vers Niag et aujourd'hui, ils sont devenus un centre de formation référence. Absolument. Et puis, on va aller à la découverte de cela avec Ndeye Khady Diouf. Sinon, Adja Biteye. Ouais. Ne réchignent pas à la tâche malgré la chaleur estivale et le soleil qui darde ses rayons sur eux. Le rêve de devenir un joueur professionnel vaut à leurs yeux beaucoup de sacrifices. Mais pour le manager général, le but premier est de former des hommes. Nelson Mandela, c'est notre parrain, c'est notre modèle. Bon, on essaie d'inculquer les valeurs de Nelson Mandela aux gosses qui sont au niveau de Mandela Foot. Bon, notre objectif, c'est de donner le meilleur aux gosses pour une fois. Bon, quand ils seront grands, ils pourront servir leur communauté. C'est notre objectif, quoi. Au moins se servir et servir leur communauté. Cependant, la tâche ne semble pas être facile quand on a sous les bras des jeunes issus de plusieurs foyers différents et à qui on veut inculquer certaines valeurs. Être footballeur professionnel, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais tu vois, à chaque fois, nous, on essaie de faire notre maximum avec le peu d'expérience qu'on a, tu vois. Voilà, on essaie d'aller avec, quoi. Et sincèrement, c'est pas facile. Malgré le caractère immense de ce chantier, Mamadou Salif Ly, membre fondateur de ce centre, s'échine à la tâche. Car avant tout, le projet Mandela FC est le fruit d'une passion. Ce que j'aime le mieux, c'est le football. Et ce que j'aime le mieux, c'est l'éducation. Mais je suis aussi un passionné de foot. Je me suis dit que donc je vais essayer, par le foot, de contribuer à l'éducation des enfants. Et des Parcelles Assainies, où est sorti des internationaux comme Moussa Ndiaye ou Pape Khalifa Sankaré, l'école de football est devenue un centre de formation avec 80 pensionnaires. Aujourd'hui, nous avons acquis une notoriété telle que la demande est tellement importante. Nous devons tourner autour de 70 à 80 répartis sur toutes les catégories. Des benjamins, des débutants même, j'allais dire, aux seniors. Cependant, le chemin parcouru fut long et caillouteux. 30 ans après la création de cet institut, les responsables réclament désormais une reconnaissance de la tutelle pour intégrer le championnat amateur. L'enfant, naturellement, il aime le ballon, il aime le football. On s'est dit, passons par le football pour les éduquer, pour participer à leur éducation. Voilà, donc c'est les ambitions qui ont évolué. Maintenant, nous avons l'ambition vraiment de créer un grand centre
D'ailleurs, nous travaillons à l'obtention d'un espace sportif plus grand que ça et qui servira de base au club en gestation. En attendant l'aval de la Fédération sénégalaise de football, Mamadou Salif Ly continue en compagnie du staff d'accompagner ces jeunes dans leur passion qui peut devenir demain leur profession en leur faisant sien les doctrines du parrain, l'ancien président de la nation arc-en-ciel, Nelson Madiba Mandela, et en leur rappelant si besoin est que ce sont les mots et les actes qui forgent l'esprit. 30 ans, par ces Asseni à Niag, ils ont quand même formé de grands noms du football sénégalais, parmi eux Moussa Ndiaye qui a joué pour le Sénégal et puis qui a également été un international chevronné en France et puis qui a disputé une phase finale de Coupe du Monde de football. Et puis il y a également Khalifa Sangaré qui aujourd'hui également a migré vers d'autres cieux. Maintenant il évolue en Grèce, mais avant cela, revenir sur le travail titanesque du fondateur de ce centre de formation. C'était une école de football, comme l'a mentionné Maodo Malick Thiandoum, et qui a migré vers un centre de formation. Plus de 30 ans, beaucoup de générations sont passées, mais Mamadou Moussa Ly, c'est le fondateur. Il a été toujours là, il s'est battu malgré les maigres moyens. Il n'a pas de club qui l'accompagne, comme peut-être Génération Foot ou bien les autres Madi. Ils ont cette chance, mais avec ces maigres moyens, il se bat pour le développement de ce centre de formation. Maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir l'aval quand même de la fédération pour intégrer le championnat amateur, comme je l'ai dit tantôt. Et il y en a beaucoup qui œuvrent au niveau de la petite catégorie avec les moyens du bord. Et les écoles de football essaiment un peu partout. Les centres de formation également commencent à germer. C'est une bonne chose pour le football sénégalais, mais ça demande encore une fois une organisation. Oui, je pense qu'il faut d'abord encourager Mamadou Moussa Ly. Oui. Parce que pour rester dans ce chantier, il faut être passionné. Ouais. Il faut aimer le métier et il faut aimer les enfants. Tout à fait. Parce que c'est un prétexte d'abord pour éduquer, disons, parce que là, le football est beaucoup plus, disons, un moyen d'éducation. Oui. Et je pense qu'il l'a dit dans son discours, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour les jeunes. Je pense qu'il faut l'encourager. Mais également, je lui conseille et je lui suggère, disons, de trouver des partenaires. C'est important. Parce que, tu sais, avec sa poche, ça ne peut pas prospérer. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, quand on gère des jeunes, il faut, disons, se donner les moyens de trouver des entraîneurs qualifiés. Des entraîneurs qui savent ce qu'est un éducateur, qui ont leur diplôme. Parce que c'est important. Parce que c'est là où on forme, où on déforme. C'est là où également où on peut trouver des champions à ce niveau. À ce niveau. Oui, parce détecter des talents très tôt. Très tôt. Parce que la préformation, c'est une phase, disons, de la carrière d'un joueur qui est extrêmement sensible. Où on peut tout faire, on peut tout enseigner à tous les niveaux. Tous les secteurs de l'entraînement peuvent être enseignés à ce niveau de 11 à 15 ans. Au plan technique, au plan psychologique, au plan mental, au plan tactique et tout. Mais cela suppose d'avoir, disons, des entraîneurs chevronnés. C'est là des entraîneurs, en tout cas, qui font leur diplôme, qui suivent les cursus de formation. Je pense que ça va beaucoup aider les jeunes. Maintenant, je pense qu'il a introduit certainement une demande. Depuis 2012. Depuis 2012. Ouais. Depuis 2012, il a dit. Oui, depuis 2012. Bon, je pense que certainement Ablaye Sow, qui est chargé, disons, du football amateur, va regarder son dossier. Ah oui, Ablaye, donc jeter un coup d'œil sur ce dossier à travers Sen Sport. En tout cas, nous lançons un cri du cœur pour que justement ce centre de formation intègre le milieu amateur. En tout cas, ils ont également eu le privilège de former quelqu'un qui est devenu professionnel. Il s'agit de Pape Khalifa Sangaré qui évolue en Grèce. On va aller à sa découverte avec Ndeye Khady Diouf. Tout début était difficile parce que moi au début le football c'était juste quelque chose que je faisais comme ça. Moins chanceux que ses cadets si l'on compare les maigres moyens dont disposait le jeune issu du quartier de Khariala. N'empêche, Pape Khalifa Sankara s'est frayé un chemin dans le football local avant de s'expatrier en Europe. De l'AIC Cambérène, en passant par le port autonome de Dakar, l'AS Douane, l'US Bologne, le Zulte Waregem de Belgique, avant d'atterrir dans le championnat grec. En France, j'ai fait 2 ans quand même parce qu'il y avait mon frère qui était là-bas, c'est lui qui m'a fait venir, Pape Maurice Sankaré.
Donc je devais rester pour jouer en deuxième division avec Boulogne-sur-Mer, mais j'avais un club de première division qui m'avait contacté en Belgique. Donc du coup, avec mon agent, je suis parti directement en Belgique. Même si le fait de quitter le championnat français pour d'autres cieux l'a éloigné des sergents recruteurs de l'équipe nationale du Sénégal dont il a entraîné à 2 reprises le maillot sous le coaching de Guy Stéphane, le défenseur d'Asteras Tripolis assume ses choix. Donc c'est un peu difficile quand tu joues dans un championnat qui n'est pas trop médiatisé d'être appelé en équipe nationale. Mais heureusement que j'ai eu quand même quelques sélections en équipe nationale, étant même un footballeur local. Donc je suis vraiment content le fait que déjà d'être un joueur local et de jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Un parcours qui pousse notre interlocuteur à reconnaître qu'à 31 ans, les chances d'une sélection en équipe nationale sont quasiment nulles. Non, pourquoi pas. Mais bon, vu que là, nos joueurs qu'on a actuellement, donc je pense que ça va être difficile. Concernant votre carrière, est-ce que vous avez la même approche? Ça fait pratiquement 3 ans que je suis là-bas, je suis capitaine dans mon équipe. On a fait aussi, les 2 années passées, on a fait l'Europa League. Donc pratiquement, je joue tous les matchs. Donc je suis quelqu'un d'important là-bas. Non, pour le moment, je suis en fin de contrat. Donc mon contrat vient de finir. Donc pour renouveler, il faudra que j'en discute avec le président du club, en même temps avec mon agent. Mais bon, de l'autre côté aussi, je cherche à quitter aussi parce que ça fait 5 ans que je suis là-bas et j'ai envie de connaître autre chose quand même. D'autres cieux pour paraffer une carrière professionnelle de plus de 12 ans. En attendant, Pape Khalifa Sankara ne pense pas à la reconversion, même s'il donne un délai de 3 ans avant de raccrocher ses godasses. 12 ans au plan international, 12 ans de professionnalisme et puis encore 3 ans pour raccrocher les godasses et peut-être venir aider ce centre de formation. En tout cas, bravo à ce centre qui a au moins eu à placer ne serait-ce que 2 joueurs sur l'échiquier du football international. Il y a également son frère Maurice Sankaré qui a également évolué également en Europe. Pape Khalifa qui a quand même marqué l'histoire de Boulogne. Finalement, il a quitté la France, il a préféré la France à la Belgique. Peut-être un choix pas judicieux pour certains, bon, mais lui, il ne regrette pas. Il se dit, voilà, c'était mon destin. Après la Belgique, il est actuellement en Grèce, à Asteras Tripolis. Alors, nous lui souhaitons en tout cas bonne chance. Il a eu quand même à entraîner 2 sélections, comme l'a mentionné. Sous l'ère Guy Stéphane. Oui, comme l'a mentionné. En tout cas, ces transferts doivent quand même avoir des retombées pour oui, je pense que oui, comme il a été jeune joueur là-bas, c'est sûr qu'au niveau des mécanismes et des indemnités de formation, le centre va un peu à bénéficier. Ouais. Alors, mais également, ils appuient le centre. Ils les appuient. Ouais. Alors, c'est normal. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de succès. C'est des bénévoles qui travaillent parce qu'ils ont l'amour et la passion du football, parce qu'ils aiment les enfants, ils s'investissent et ils donnent tout ce qu'ils ont, en tout cas, pour aider ces enfants à faire le sport de leur choix. En tout cas, on leur souhaite un bon succès. Et puis, on va parler également de notre centre de formation, mais cette fois-ci, comme disait coach, il faut avoir des partenaires. Ceux-là ont un partenaire de taille, la Juventus de Turin, et ils vont organiser un camp de vacances. Et qui a déjà démarré hier, Malik, et qui se trouve en ce moment au niveau de Dakar Sacré-Cœur. Alors, des jeunes âgés entre 6 et 16 ans vont bénéficier durant 5 jours d'une formation des professionnels de la vieille dame de la Juventus de Turin. Almami Keita a également lancé un appel à l'endroit également des autorités pour que peut-être la saison prochaine, l'année prochaine ou bien dans les années à venir, que la Juventus de Turin, peut-être pourquoi pas, accompagne un club ou bien plutôt installe ici quelque chose, quelques infrastructures, pourquoi pas. Mais en attendant, on vous propose la réaction d'Almami Keita au micro de Fatima Sela. Ils sont très contents vraiment de profiter de découvrir une expérience inoubliable au label Juventus. Il y a le team coach de la Juve qui est là pour apporter leur savoir-faire, les valeurs humaines, le fair play et leur formation à la méthodologie Juventus. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec la Juve ici et partager avec eux des moments inoubliables. Vous savez, la Juve aussi, c'est notre club de cœur. Depuis des années, on est en train d'essayer de trouver des moyens pour les faire venir ici, organiser des stages de formation. Ce n'était pas facile, ça c'est vrai, mais par la grâce de Dieu, on a réussi à les faire venir. Mais vraiment, on aimerait avoir aussi plus de soutien pour mieux
continuer le reste de l'événement, quoi. Alors, c'est l'initiateur du projet Almami Keita. Alors, ils ont un seul regret. C'est un maillot de la Juventus de Turin dédicacé par les Pogba et autres joueurs. Alors, ils veulent remettre ce maillot symboliquement au chef de l'État, Macky Sall. En tout cas, ça peut se faire. Hein? Oui. De toute façon, le ministre des Sports est en train de suivre l'émission et peut-être d'autres autorités bien placées. Un maillot dédicacé par des joueurs comme Pogba et autres. Un maillot de la Juve au président Macky Sall, ça peut se faire, en tout cas. Et c'est une bonne initiative, permettre aux enfants de titiller le ballon et d'avoir une formation, ne serait-ce que pendant une semaine avec le haut niveau. Oui, je pense que c'est des camps de vacances. C'est des camps de vacances dédiés en tout cas au football. C'est toujours bien d'avoir ces jeunes qui rendent l'ascenseur, avec maintenant surtout des partenaires européens qui viennent pour entraîner des jeunes pendant 5 ans, pendant 5 jours. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que, bon, vous savez, les jeunes, ils sont friands du football. Et quand ils ont des gens qui les aident, en tout cas, à s'entraîner, je pense que c'est toujours, en tout cas, une bonne chose. C'est une bonne chose. Surtout qu'ils le font dans un bon centre, disons, de formation, notamment Dakar-Sacré-Cœur. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec eux parce que nous également, nous aimons les enfants et il faut les aider également à s'épanouir. Mais là, c'est moins un centre de formation. C'est juste, disons, un camp d'entraînement de 5 jours. D'accord. Voilà. Qui peuvent permettre aux enfants de rêver et puis peut-être un jour le rêve deviendra réalité. On change de ballon. Merci donc Aya pour nous avoir fait subir la tyrannie du football pendant presque 1 heure de temps. On va parler de basketball avec les Lions du Sénégal. Qui sont rentrés au Bercail. Alors demain, elles vont rejoindre les parquets, plutôt le parquet du Stadium Marius Ndiaye. Elles se préparent, elles sont championnes d'Afrique. Elles vont représenter le continent. D'ailleurs, elles seront les seules représentantes du continent lors de ce rendez-vous qui va se jouer en début du mois d'août à Rio de Janeiro. Donc demain, reprise des entraînements. Elles sont en ce moment 16. Après cela, Moustapha Gueye va faire le tri. Elles seront désormais 12. En tout cas, ça va être une phase décisive. Après avoir évalué la première phase d'entraînement, Moustapha Gueye reprend ses Lions et puis on va aller vers les choses sérieuses, c'est-à-dire vers le moment le plus difficile, le choix. Choisir, c'est éliminer. Et puis il faudrait que tout le monde se donne à fond pour donner encore de la réflexion au coach. En tout cas, c'est un moment extrêmement important. On va également, Aya, parler des Lions du basket qui sont également rentrés aujourd'hui après le tournoi. Malheureusement, ils n'ont pas eu à gagner de match, même s'ils ont fait un tournoi honorable. Je suis tout à fait d'accord, Malik, avec toi. Ils ont été battus par la Turquie, ils ont été également battus par le Canada, mais quand même, il faut dire que les Lions ont eu à faire quand même un tournoi honorable lors de ce tournoi pré-olympique de Manille aux Philippines. Et puis on va ils sont tombés plus forts qu'eux. En tout cas, ils n'ont pas démérité. Et puis, avec des écarts très réduits qu'ils ont été battus. Et vous savez, il y a qu'au football. C'est ce qu'on appelle l'imprévisibilité, le charme, disons, du foot. Il n'y a qu'au football où tu peux dominer, tu peux être plus fort que l'adversaire et l'adversaire te gagne. Dans tous les autres sports, si tu es plus fort et que tu domines le match, tu gagnes. Ouais. En tout cas, le football, c'est ça qui fait le charme du football. Il y a toujours l'incertitude du résultat. L'incertitude du résultat. Un petit poussé peut justement gagner une grande écurie de football. Alors, Aya, on va toujours rester avec le basketball pour aller du côté du Saltigué de Rufisque où on pousse un cri de désarroi parce que tout simplement les infrastructures manquent là-bas. CREA manque énormément à Rufisque. Alors Moussa Diagne, c'est un international sénégalais. Lui également, il a initié un camp de vacances durant une semaine. Des jeunes issus de Dakar, Thiès également ont bénéficié de l'expertise de techniciens espagnols. Alors je vous propose automatiquement la réaction de Moussa Cissé, entraîneur de Saltigué, qui a magnifié quand même cet de l'international sénégalais Moussa Diagne. On a eu à échanger avec des entraîneurs espagnols. On a eu à échanger avec pas mal de jeunes qui découvrent aujourd'hui une autre façon de former venant d'Europe.
qu'on va allier avec ce que nous avons l'habitude de faire ici au Sénégal. Parce qu'on ne va pas dire que ce que nous faisons n'est pas bon. Mais c'est toujours essayer de s'améliorer. Ça veut dire que là, les jeunes ont appris davantage. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à Rufisque. On n'est pas vraiment soutenu. Mais des initiatives pareilles, il faut les multiplier. Parce que c'est ce que je dis à d'autres joueurs que j'ai eu ici, qui sont actuellement en Europe. Tout ce qu'on peut ramener comme matériel pour aider les jeunes. Parce que le Saltigué est un club formateur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a les plus grands noms du basket au Sénégal, il y en a pas mal qui sont passés par Rufisque. Il y en a beaucoup qui sont passés par Rufisque, mais aujourd'hui, comme on a dit, le basket souffre à Rufisque. Mais aujourd'hui, on a besoin d'autres infrastructures beaucoup plus modernes pour que les jeunes soient encore beaucoup plus performants dans ce qu'ils font, parce que le talent est là. Il faut que les autorités de cette ville, et j'en appelle la première personnalité de la ville, le maire, de faire tout ce qu'il peut pour améliorer le basket rufisquois. C'était la réaction de Moussa Cissé, coach de Saltigué. Il est chargé de la petite catégorie. Nous allons automatiquement enchaîner Lily avec la réaction de Jean Bay. Il est manager, mais également il fait partie de la délégation espagnole. On a les satisfactions, mais le début est toujours difficile. Bon, on a rencontré quelques difficultés, mais ça c'est normal, ça passe en Europe, aux États-Unis et tout. Donc le gros problème qu'on a eu a été problème d'infrastructure. Donc on va essayer de voir les prochaines années comment on peut faire avec la collaboration de la mairie pour faire une collaboration pour les infrastructures. Pourquoi pas? Parce qu'on a fait le camp avec seulement 2 panneaux de basket. On a même utilisé le terrain d'handball pour les gestes techniques. Mais il faut aussi l'appui de tout le monde pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand que cette année. Et avec la mairie et le camp, avec Saltigué, ça sera beaucoup plus grand. Pourquoi on ne peut pas faire un camp de 10 jours, 15 jours? Mais il faut à partir de maintenant préparer le prochain camp de juillet 2017, Inch'Allah Rabbi. Et oui, le même problème, le manque d'infrastructures, notamment à Rufisque, Teungueth FC, les supporters l'ont mentionné encore cette fois-ci pour les basketteurs, pour les handballeurs. On l'a vu, Saltigué au niveau du hand se trouve en ce moment dans la zone rouge de relégation. En tout cas, c'est dommage pour la vieille ville. Rufisque mérite mieux que ça. Les autorités de Rufisque également doivent mettre la main à la pâte. La jeunesse rufisquoise mérite mieux que ça. L'État du Sénégal doit également investir à Rufisque pour leur permettre de s'épanouir. Parce qu'à chaque fois qu'on passe sur la nationale, on les voit se débrouiller avec ce terrain qui date de l'époque de Valdiodio Ndiaye, etc. Donc il faudrait quand même que les autorités pensent à doter Rufisque de moyens assez conséquents. 2 ballons pour un camp d'entraînement et puis un terrain vétuste comme ça. C'est pas honorable et il faudrait que les gens réagissent pour justement donner à Rufisque. Je voulais intervenir un peu sur le rang de Rufisque par rapport au sport. Au sport. Rufisque a beaucoup donné au sport sénégalais. Au niveau de toutes les disciplines. Vous avez parlé du handball. Il y a eu un moment où le handball rufisquois était à la tête, disons, du championnat national, entraîné par notre ami et frère Alassane Ousseynou Dia. Au niveau international, ils ont voulu beaucoup de satisfaction. Je rappelle que le président de la fédération du handball est de Rufisque. Seydou Diouf. Je pense que Rufisque, quand même, se doit, disons, de réfléchir sur la politique sportive, en tout cas de leur ville, pour doter d'abord en tout cas le public rufisquois d'infrastructures. Vous prenez l'exemple, Adia en parle tout de suite, l'exemple de Teungueth FC. Teungueth FC est en train, disons, de porter l'image de Rufisque. Parce que quand on dit Teungueth FC, mais Teungueth c'est Rufisque. Mais Teungueth FC, ils sont très braves. Ils jouent hors de leur base. Et ils sont parvenus et ils sont premiers et champions. Ils ont fait 1 an de championnat L2 et tout de suite ils sont premiers mais imaginez s'ils avaient leur infrastructure en place. Donc bon, je pense que c'est un chantier.
mais pourvu que ça finisse, disons, avant le démarrage du championnat. Quand même, ce serait très bénéfique pour le public rufisquois et pour Teungueth FC. Alors, ça nous permet de parler de l'international avec l'Euro 2016 qui a vu le sacre du Portugal devant la France. Et puis, Amsatou, ça a été une grosse surprise quand on a vu de grosses écuries comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie passer à la trappe. La France qui est allée au bout jusqu'en finale de son Euro, mais malheureusement battue par le Portugal qui n'a gagné que 2 matchs sur le terrain. Oui, mais vous savez, Malik, dans ces genres de tournois, c'est pas généralement, comme on peut toujours le voir, que disons les grosses cylindrées qui sont au rendez-vous. Il y aura toujours des équipes supposées faibles qui vont faire la différence. Des surprises. Vous avez l'Islande, vous avez vu le pays de Galles, vous avez eu la Hongrie. Donc c'est des équipes qui ont apporté un vent de fraîcheur, en tout cas dans ces genres de tournois. Et ça montre qu'on peut gagner, il y a plusieurs façons de gagner. Parce que tant que c'est sur attaque placée, avec beaucoup de transmission de passes, en jouant avec panache, la France doit gagner. Et il s'y ajoute que le métronome, disons, de cette équipe est sorti à la 25e minute. Mais ça a sublimé et ça a transcendé les joueurs. La sortie de Cristiano Ronaldo. La sortie de Cristiano Ronaldo. Pour vous dire simplement que l'entraîneur a toujours cru à son projet. En tout cas, contrairement à ce que les gens croient. C'est un entraîneur qui a joué avec les joueurs dont il dispose en mettant en place un système auquel les joueurs se sont adaptés. Ils se sont adaptés. Non seulement ils sont adaptés, mais l'entraîneur a cru que lui, il doit gagner. Et il a inculqué ça à ses joueurs. La culture de la... Regarde par exemple le changement. Avec Eder. Avec Eder. C'était Nani qui était devant. Il met Eder devant. Il met Nani sur le flanc droit. Ça veut dire que c'est une équipe qui a été solide, soudée et solidaire. Et tactiquement bien en place. Pourquoi j'ai dit que ça a apporté un vent de fraîcheur dans le football mondial? Ça a montré que on peut gagner autrement que quand on adopte tout simplement, disons, le football de l'Espagne ou bien de l'Allemagne, le football champagne avec panache. Il a mis en place un dispositif où c'est d'abord de bien défendre. Mais là où c'est nouveau, c'est quand tu joues avec un bloc bas, tu prépares les contre-attaques. Normalement, tu dois avoir des flèches et tu dois lancer des ballons. Eux, à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils ne lancent pas le ballon. Ils jouent pour percer les lignes françaises. Et c'est ça qui a fatigué les Français. Tout à fait. À chaque fois qu'ils ont le ballon, vous regardez le match. Bon, la France avait calculé. La France a calculé qu'ils pouvaient faire des contre-attaques. Ils ont mis une défense, disons, permanente. Mais eux, à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils percent les lignes de la France par des passes, par des combinaisons de passes. Et vous avez, si vous remarquez bien le match, il échoue toujours à la ligne défensive de la France. La ligne défensive de la France a récupéré beaucoup de ballons. Ça veut dire qu'ils ont dépassé les lignes de milieu de terrain. Et c'est ça qui a apporté un vent de fraîcheur. En tout cas, tactiquement, c'était bien réfléchi, c'était bien mûri. Et les joueurs... mais l'avenir de cette formation, quand même, qui n'a pas trop séduit, ça également. Mais non, voilà le problème des Sénégalais, qui n'a pas trop séduit. Et ils gagnent la Coupe d'Europe. La finalité. La finalité, c'est ça de gagner. C'est avoir les moyens, disons, de gagner. Eux, ils n'ont pas les moyens comme ont la France. Ils n'ont pas les moyens comme l'Allemagne. Ils n'ont pas le même effectif que l'Allemagne, que la France, que l'Espagne. Ils ont mis des moyens pour gagner. Et ils ont gagné. En tout cas, c'est ça le charme du football. Parce que dans ce genre de tournoi, quand tu fais une défense basse, il faut avoir un excellent gardien. Parce que forcément, il y aura toujours des occasions pour l'adversaire. Et ça, c'est le problème des gardiens. En tout cas, le coach a bien mûri son plan. Le premier élément tactique qu'il a mis en place, c'est une bonne organisation défensive. Et puis, une bonne progression quand ils ont le ballon. Je vais taquiner un peu Adja. Vous savez, c'est ça également le problème sociologiquement, disons, du Sénégalais. Vous prenez l'exemple, disons, de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé qui fait 5 matchs et qui gagne 5 matchs. Il n'y a pas un club sur les 13 groupes
qui a fait le même Il y a pas, sur les 13 groupes, il n'y a pas un club qui a fait ça. Et on critique. Et on critique. On dit que s'il n'y a pas du beau jeu. Alors que tu es premier, tu gagnes tout. En tout cas, on juge un entraîneur de par les résultats. Donc il n'y a que les résultats qui comptent, peu importe la manière dont on gagne. Et quand on gagne, le Portugal a la Et quand on gagne une fois, et quand on gagne 5 fois, ça veut dire qu'il y a des surnombres et qu'il y a une suprématie par rapport à tes adversaires. Absolument. En tout cas, c'est une bonne conclusion qui nous permet de tirer les conclusions de cette émission et puis d'arriver au terme de cette émission. Merci coach d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi. Ça a été un plaisir, Adja, d'être avec toi pendant cette heure d'émission qui nous a permis de faire le parcours sans embâche du sport sénégalais et puis de transiter vers l'Europe. Merci en tout cas Malick, merci également coach. Merci également à vous chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous Inch'Allah, même heure, même chaîne. Merci également à l'équipe technique, à la tête Lily. Merci à tout le monde, à Ndiaga. Au revoir et à mardi prochain. Merci à Lily. sëñ bi lu tax ngeen taamu ODK oil. teraanga dikk na Sénégal te réew mi yëngu ODK dina la teral ba nga bég njëg la yomb na am na jàkka yow bu la neexee jàpp jul yey sukuraat banque baa nga fa booy retiré day gaaw ODK am na restaurant lañ fay togg daa neex lay lay la la nga ni ma kenn wérantewul ODK am na glacier daa neex xoolal glacier fas ak pâtisserie ODK am na la beurre ODK ci ba wóor xoolal boutique le price njëg a yomb na dafa ne lépp daa neex woo yóbbul la joxe martu toj nga fi rek ODK joxul martu yeeg toj na fi rek xoolal lu bees a neex lu neex ta bees moo ko fi indi yeey doomi réew mi ko moom doomi réew mi ko fi def ci Sénégal kay leen fii ay mbégte ak ay bànneex kese la. dëgg ak vite fait daal coono jeex na ak sa application vite fait toogal fi nga toog fay say facture Senelec ma abonnement TNT ak vite fait mën nga jot xaalis yónnee xaalis denc xaalis ak def say achat xanaa neex waaw yow mi bëgg am application vite fait demal inscrire sa numéro ci suñu 12000 points joni yi nekk ci biir Sénégal mbaa nga télécharger ko ci vitefait.net inscrire directement en ligne bu ko defee nga jot SMS bu lay wax nga dem ci bépp point joni dugal sa compte vite fait xaalis ginnaaw loolu dinañu la yónnee code d'activation bu lay firndeel ni mën nga tàmbale utiliser sa application vite fait. Bonsoir coach. Bonsoir Malick. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Sen Sport. Merci, le plaisir est partagé. Bonsoir Adja. Et bonsoir coach. Et bonsoir à vos téléspectateurs. Et nous parlerons bien entendu de football de long en large durant cette émission. Et puis, comme l'annonçait tantôt Adja Biteye, les Koto Boys ont fait un résultat remarquable en battant les Black Starlets du Ghana 3-1. C'était pas évident. Et c'était pas évident. D'ailleurs, c'était ce samedi au stade Demba Diop. Nous allons revenir sur ce match palpitant des Koto Boys avec nos reporters Fatimata Silla à Pape Diagne. Impérial Ibrahima Niane avec un doublé retentissant sur un coup franc. Tout d'abord, à la 11e minute, il marque un super but et à la 24e minute, il récidive avec un poteau rentrant avant que Ibrahima Ndiaye scelle le sort du match. Le score 3-1. Un résultat très satisfaisant pour le sélectionneur Joseph Koto. Je félicite mes joueurs qui ont été héroïques, qui se sont vraiment bien battus et qui ont essayé tant bien que mal de respecter les consignes. Parce que c'était important, nous avons joué une grande équipe du Ghana, une équipe quand même qui était bien en place et tout. On savait déjà que le match allait être difficile. Donc il fallait être prudent et puis jouer le match de la première à la 90e minute. Je pense que les joueurs l'ont compris parce qu'il ne fallait pas qu'on se précipite.
bon, je pense qu'ils ont vraiment joué le match qu'il fallait. Une match retour qui s'annonce difficile avec le but encaissé à domicile. Parce que maintenant, on est conscient que le match retour va être encore beaucoup plus difficile. Rien n'est fait. Moi, je pense que le plus dur reste à venir. Maintenant, il faut qu'on se prépare en conséquence et qu'on ne pense pas qu'on est déjà qualifié. Parce que bon, le Ghana a réussi à marquer 4 buts chez eux. Donc, restez concentrés. Néanmoins, Koto reste confiant, vu le potentiel de son équipe. Les joueurs africains ne peuvent pas être meilleurs que nos joueurs. Nous, on a de très bons joueurs. Il faut qu'ils croient en vraiment qu'ils croient en leur personne. Parce que quand même, c'est de très bons joueurs qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe. Pour moi, il y a 0-0. On va aller au Ghana avec 0-0 pour défendre nos chances jusqu'au bout. Et faites-moi confiance, si on doit mourir au Ghana, on va tous mourir au Ghana, mais on reviendra quand même avec un résultat honorable. Ainsi, le Sénégal a pris une... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce numéro de Sen Sport. On passera en revue toute l'actualité du sport au Sénégal et dans le monde. Avec moi sur ce plateau, la charmante Adja Biteye qui vous fera l'économie de cette émission, du contenu surtout. Bonsoir Adja. Bonsoir Malik, bonsoir également aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver à cette heure sur la première télé urbaine du Sénégal. Comme l'a annoncé Maodo Malick Thiandoum, ce soir nous allons revenir largement sur le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN 2017. Nous parlons naturellement de la CAN U20 ou plutôt du CHAN U20 si vous voulez. Nous allons également revenir en cette période de vacances sur les camps de vacances, aussi bien au niveau du football avec la découverte d'un centre de formation. Il s'agit de Mandela FC, mais également le portrait de l'international sénégalais Pape Khalifa Sankaré qui est également issu de ce centre. Nous allons également parler de basketball avec quelques camps de vacances, également à la Juventus de Turin qui est à la détection de quelques talents sénégalais. Donc notre invité aujourd'hui c'est M. Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Une très bonne option en dominant le Ghana dans la course de la qualification pour les U20. Reste maintenant à assurer la phase de retour. La phase retour Fatimata Silla, ce sera dans 2 semaines à Accra, mais ils nous ont déjà séduit, ces Lionceaux, en allant en Tunis. Ils ont déjà battu la Tunisie à domicile. Ils ont récidivé ici également au Sénégal. Donc on pense que les Lions, ils feront partie quand même de ce tournoi qui va se jouer l'année prochaine en Zambie. En tout cas, il y a des raisons d'être optimiste, Amsatou, au vu du parcours de ces jeunes joueurs qui ont eu à sortir la Tunisie, un grand d'Afrique, mais aussi à battre le Ghana 3-1 à domicile. C'est une bonne option pour la suite des événements. Tout à fait, je pense que disons, les jeunes de Koto sont bien entrés dans la compétition. Koto est assez ferré maintenant, en tout cas au niveau des jeunes. Je le connais parfaitement. On a cheminé ensemble. Il a du métier aujourd'hui. Il a amené l'équipe du Sénégal en junior au niveau de la Coupe du Monde. Donc c'est un entraîneur qui commence en tout cas à marquer, disons, sa marque, à marquer, disons, son empreinte
en tout cas sur l'équité du football sénégalais. Je pense que c'est une belle option, satisfaisante. 3-1, symboliquement déjà c'est important, parce que déjà sortir la Tunisie, qui est un grand d'Afrique, sortir l'un des pays qui régulièrement est en Coupe d'Afrique au niveau jeune, qui ont pris la Coupe d'Afrique, je pense qu'il y a 3 ans de cela, qui avait gagné la Coupe d'Afrique. Mettre 3-1 avec, disons, des joueurs à fort potentiel sportif, je pense que c'est une option. Maintenant, j'ai bien aimé le discours de Koto quand il dit que nous y allons avec 0-0. Il ne faut pas, parce que ça c'est le Sénégalais. Ouais. Je pense qu'il a compris la sociologie, la mentalité des Sénégalais. On a souvent tendance à dire c'est fait. C'est fait, ou bien nous sommes plus forts. Le Sénégalais, quand c'est plus fort, ils sont présents. Mais quand ils pensent que c'est jouable, là, il faut faire attention. Et Koto a, disons, tiré la sonnette d'alarme pour dire que nous y allons pour défendre nos chances. Et s'il faut mourir sur le terrain, on le fera. Un discours guerrier. Guerrier, je pense que c'est important. Et je peux vous dire que le Ghana que j'ai vu n'a pas... Vous l'avez dit tout à l'heure, on a de très bons joueurs. S'ils croient en leur étoile, je pense qu'ils peuvent nous valoir énormément de satisfaction. N'oubliez pas que les joueurs qu'on a en équipe nationale junior, c'est presque tous des titulaires dans le championnat professionnel. Presque tous, 80% de ces joueurs ont joué le championnat professionnel, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé, parce que c'est ce qui nous a aidé à prendre des raccourcis. Parce que si nous était un bon championnat de première division, je pense qu'on serait obligé d'aller voir les juniors, le championnat junior qui n'a joué que 3-4 matchs. Donc voilà. Mais le championnat vraiment professionnel. Maintenant, on va continuer à travailler, mais je pense qu'il faut qu'on joue des matchs amicaux. Il faut qu'on nous trouve des matchs amicaux voilà, pour qu'on puisse quand même garder notre niveau de jeu. Parce que sinon, après, bonjour les dégâts. En tout cas, c'est des joueurs qui ont beaucoup de matchs dans les jambes, qui sont aguerris et puis qui étaient prêts pour la compétition. Mais c'est un match, coach, qui intervient à un moment un peu difficile. Le championnat est fini le football. Il faut absolument que ces joueurs-là soient en forme et ça nécessite une bonne préparation. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis. Hein. Ils sont encore, disons, dans les standards, disons, de la compétitivité d'un joueur. Hein. Le championnat est fini, mais ils sont toujours sous pression, disons, au niveau de l'entraînement. Comme l'a dit Koto, s'ils ont un match amical, ce serait bien. Mais s'ils n'ont pas de match, je pense qu'ils peuvent même jouer, par exemple, le NGB, hein, comme sparring partenaire. Mais pour l'heure, je pense que la compétitivité des joueurs actuellement, disons, ne fait pas défaut. Parce que déjà, ils viennent de sortir, disons, des compétitions. Il y a juste une semaine. Ils ont joué juste après un match international. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à ça. Et la phase retour, c'est dans 2 semaines. C'est presque dans 10 jours. Oui, c'est presque dans 10 jours. Voilà. Donc c'est dans 10 jours. En tout cas, bonne transition pour parler justement de la Ligue 1 qui a... Mais j'aimerais quand même, Malick, revenir un peu sur l'apport peut-être des joueurs internationaux. Qu'est-ce qui explique peut-être cette convocation? Est-ce un retard au niveau des autorités ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne saurais pas, disons, répondre à bon escient. Hein. Mais peut-être c'est lié effectivement à ce que les joueurs internationaux, ils ont fini plus tôt que nous. N'a pas au plan collectif un meilleur jeu que le Sénégal. C'est des joueurs qui sont compétitifs presque à 80%. Ils sont tous, disons, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc je pense, comme il l'a dit l'entraîneur, ils n'ont rien à envier, en tout cas, cette équipe, à n'importe quelle équipe d'Afrique. C'est une équipe qui est compétitive. En tout cas, il dit que c'est un groupe de qualité. On a des joueurs qui peuvent rivaliser avec les autres joueurs en Afrique. Ça également, la confiance en soi est fondamentale. C'est important parce qu'il sait ces joueurs. Il sait que c'est des joueurs dont la plupart jouent en L1 et dont la plupart jouent en L2. Il y a des joueurs qui jouent en L1 qui sont titulaires dans le club. Dans le championnat local. Dans le championnat, disons, local, dans le championnat professionnel. Bon, maintenant... la mayonnaise est en train de prendre. Ils ont fait déjà aller et retour. Ils ont gagné la Tunisie. Ça, c'est important. Ils ont fait des matchs amicaux. Et ça, il faut féliciter justement la Fédération sénégalaise de football. En tout cas, qui a mis, disons, dans d'excellentes conditions l'équipe. Parce que ce n'était pas évident de trouver des matchs amicaux. Avoir 2 matchs amicaux, disons, avant de jouer le Ghana, je pense qu'il fallait le faire. Et ils l'ont fait. Ça a servi en tout cas aux jeunes de Koto,
aux Koto Boys, disons, d'avoir été très performant le jour, le samedi il a passé. quand même quelques appréhensions au niveau du milieu de jeu. Plutôt, il l'avait souligné lors de la double confrontation contre la Tunisie. Ouais. Il est également revenu sur cela lors de la dernière sortie des Lionceaux. Oui, mais effectivement, bon, parce que le jeune joueur de Diambar, j'ai oublié son nom, il est sorti un peu trop vite, disons, à la Sansila. Il est sorti un peu trop vite, disons, du match. Parce que lui, c'est quelqu'un qui, disons, le playmaker, disons, de l'équipe. Mais je pense, du point de vue global, c'est une équipe qui est compétitive. C'est une équipe qui a du caractère. Et je pense qu'ils peuvent faire un bon résultat. Maintenant, le problème, c'est, comme l'a dit Koto, il ne faut pas on a gagné une manche. Et n'oubliez pas, voilà, pas d'euphorie. N'oubliez pas que le Ghana avait mis 4 buts contre l'Éthiopie. Ouais. Donc c'est une équipe qui est capable, avec leur terrain, le public, de mettre des buts. Mais s'il n'y a pas d'euphorie, si on prend en tout cas le match, disons, au vrai sens du mot, en tout cas prendre le match, ne pas faire se dire que ce n'est pas le même match qu'on va faire, c'est un autre match qu'on fait. Je pense qu'il y a de fortes chances que le Sénégal arrive avec un bon résultat. En tout cas, bon discours de Koto qui a également tiré les enseignements de ce match, toujours au micro de Fatima Silla. Il faut croire à nos joueurs.